Bonsoir à tous et bienvenue sur Aller Rouen, votre podcast qui suit toute cette magnifique saison du FCR avec ses hauts, ses bas et ses folies. On est toujours là tous les dimanches à 18h sur Radio RC2 ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. Et on a décidé aujourd'hui de vous faire un podcast un peu spécial pour revenir à la base sur la victoire en Coupe de France contre Toulouse. Et puis forcément, le FCR étant le FCR, Dallas s'est emmêlé et il y aura aussi beaucoup d'infos, transferts, blessures, mercato, tout un tas de belles choses à discuter. Comme d'hab, toute l'équipe est là. Clément de la Fédération des Culs Rouges. Bonsoir Clément. Bonsoir à tous. Comment ça va ? Parce qu'avec une semaine comme ça, c'est pas toujours facile d'être supporter du FCR. Ça va, on s'est qualifié de belle façon dimanche. Là, on repart sur une deuxième partie de championnat qui va être compliquée à mon sens. Maintenant, on va voir ce que ça va donner demain à Nîmes. Mais je pense qu'il y a beaucoup de sujets à aborder ce soir. Comme d'habitude, avec nous également, Guette de FC Rouen News. Guette, ça va aussi ? Bonsoir à tous, ouais ça va, une semaine très très agitée pour ma part. Alors Guette, tu nous expliques un même principe que pour le Téléthon de Radio RC2, on est en direct des studios de Marom. Bien sûr, vous aurez le podcast en version coupée, montée avec Aurel Magic qui nous fera justement sa magie. Mais là, du coup, vous pouvez quand même réagir ce soir pendant l'enregistrement. En fait, le but de faire un live, c'est que les gens peuvent réagir, poser des questions, et nous, on essaiera d'y répondre au maximum. Alors, on essaiera de répondre à vos questions. On a aussi plusieurs surprises, plusieurs invités. On aura par téléphone des supporters, un peu en mode libre antenne. Et puis, vous le savez, vous l'attendez tous. Une légende du club nous rejoindra en fin d'émission, Jonathan Montero, notre ancien gardien, qui a bien suivi la saison du FCR, tu me disais, Guette. Moi, il m'a dit en privé qu'il avait loupé qu'un seul match parce qu'il jouait ce joueur-là, en fait. Donc, il est encore très très attaché au FC Rouen. On va pouvoir commencer, messieurs, juste pour le résumé de votre semaine. À la base, on devait commencer l'émission en étant super content. On a un des plus grands matchs de l'histoire du FCR et finalement, il y a quand même pas mal de news négatives qui sont arrivées. On va parler plus tard peut-être d'une vente encore de joueurs. Il y a eu le contexte autour de ce match. Vous retenez quoi finalement de cette semaine-là, les gars ? C'est un ensemble de choses. Le principal, comme depuis le début de la saison, c'est le sportif. Une qualif pour les huitièmes de finale de Coupe de France, c'est ça. Voilà, on crache pas dessus. Maintenant, tout ce qui s'est passé avant. Tout ce qui se passe là depuis quelques jours, c'est un peu compliqué. Maintenant, faut que la saison continue. On va demain à Nîmes. Après, il y a un match ultra important encore contre Versailles, parce qu'il faut pas oublier que la deuxième partie de saison va être, je pense, beaucoup plus difficile à tous les niveaux que la première. On va avoir un effectif quand même bien plus restreint et avec les blessures, avec les suspensions, etc., ça peut vite devenir problématique. L'avant-match très, très mitigé parce qu'il y a eu beaucoup d'encre concoulée, quoi. C'est un peu gâché un peu pour moi l'avant-match. Et forcément, il y a encore une fois les joueurs qui ont fait le taf sur le terrain et ça a été un exploit incroyable. Et en fait, l'ascenseur émotionnel, dans les deux sens, au FC Rouen, il est en haut comme tout en bas, quoi. Vous en avez pensé quoi des histoires de boycott ? Je sais que vous étiez plutôt pour le boycott et comment ça s'est présenté pour vous et pourquoi vous avez choisi de boycotter ? Moi, je suis pas venu pour un ensemble de choses depuis novembre. On nous balade, on nous prend pour des cons. Et ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, on va dire. Et moi je suis resté sur ma position de départ. Je suis pas venu au stade, même si à contre-cœur, parce que le discours de Clément samedi matin a fait changer certains supporters. Après chacun, moi je suis droit dans mes bottes. Chacun a choisi aller au stade ou pas aller au stade. Il y avait une belle ambiance quoi qu'il arrive. Ça a permis de pousser aussi les gars. Je pense que contre Monaco, l'ambiance sera bien différente et j'espère que Monaco arrivera dans un stade bouillant et que on leur fera vivre l'enfer et qu'on pourquoi pas se qualifier pour les quarts de finale. Clairement, j'ai boycott, mais j'ai pas pris position publiquement parce que c'est propre à chacun en fait.
Et je respecte le choix de chacun. Enfin, si on a envie de aller au stade, on va au stade. Mais la grille tarifaire, déjà, j'étais complètement contre. Après, il y a eu les sorties médiatiques qui ont été incroyables. Enfin, on va pas y revenir forcément, mais quand on dit qu'on veut une nouvelle clientèle, forcément, voilà, ça calme. Et après, c'était un crève-cœur de pas aller au stade, mais forcément. Mais j'ai vécu ça avec des copains, donc on a vécu ce beau moment quand même avec la joie. Dans un établissement de la métropole de Rouen, dont on n'a pas le droit de dire le nom, mais voilà, qui est un établissement de type bar, apparemment. On était plus d'une centaine, franchement, c'était sympa. Et forcément, un crève-cœur de pas être au stade, mais... Moi, j'étais au stade. Comme vous, j'étais scandalisé par les déclarations du président. Et en plus, je suis pas celui qui le charge le plus. Je l'ai beaucoup défendu quand même. Les prix, voilà, même s'il y a eu correction en milieu de semaine. Moi, j'ai craqué. J'ai pas votre force d'âme, les gars. J'ai pris mes billets le samedi, comme beaucoup, je pense. Et tu les as eu à combien? 35, 25, 20? J'ai des contacts. Non, mais voilà, j'ai pris mes billets et voilà, j'ai pu aller vivre ce match-là. Et c'est quand même, je regrette pas au final, même si je sais bien que voilà, il fallait bien sûr soutenir les actions. Il fallait marquer le coup parce que là, depuis novembre, c'est du n'importe quoi. Toutes les semaines, on a des news, des nouveaux trucs qui tombent. Et là, voilà, le match de Toulouse, c'était vraiment le truc qui a fait dégoupiller un peu tout le monde. Voilà, même si on est revenu un peu en arrière, c'était un peu pour que la billetterie fonctionne, on va dire. Mais ouais, de toute façon, c'était trop tard. Tout le monde en avait gros sur la patate. Et puis voilà. Et encore une fois, les principaux, on va dire, ceux qu'on mangeait, c'est les joueurs au final, parce qu'ils n'ont pas eu le soutien qu'ils auraient dû avoir pour un match comme ça, quoi. D'ailleurs, j'ai une réaction en direct. J'ai Michael qui dit: sans boycott, le président n'aurait jamais baissé les prix. C'est un peu le ressenti de tout le monde. Et c'est un peu les échos que j'ai eu parce qu'avant qu'il y ait le mea culpa, les ventes de billets étaient vraiment une catastrophe. Ça aurait été vraiment une catastrophe industrielle s'il avait laissé les prix comme ça. Après, c'est aussi normal qu'en baissant les prix, qu'il y ait logiquement plus de monde qui puisse y aller et qui veuille y aller. Et donc voilà, je comprends aussi les gens qui se disent voilà, si les prix sont corrects, pourquoi on se priverait d'un tel match? Et en plus, quand on sait le match que ça a été, voilà, le match. Et d'ailleurs, on aurait aimé ne parler que de ça. Parce que, mon Dieu, qu'est-ce qu'on pourrait en parler longtemps de ce match-là. Et on en parlera longtemps. Je pense qu'au bout d'un moment, on se souviendra de cet exploit qui a été réalisé par les joueurs. Tout restera gravé au final, l'avant-match comme le match en lui-même. Après, le scénario, le scénario est incroyable. Voilà, retournement de situation, la séance de tir au but. J'ai jamais vu une séance de tir au but pareille. 11-11 avec tous les joueurs qui marquent. Dont un sur une jambe. Enfin voilà, franchement, j'avais jamais vu ça. Et puis le gagner 12-11, c'est l'explosion de joie au final, et ça nous met un petit huitième de finale contre Monaco qui sera à voir, je pense. Le match était incroyable, mais pour moi le message est quand même fort, c'est que la fête n'était pas totale. On était à 6000 spectateurs, ça veut dire qu'en championnat on fait presque le même nombre, alors qu'on joue une Ligue 1, le tenant du titre. Donc le message est clair, les supporters ont quand même respecté le boycott. C'est quelque chose de fort, et je pense qu'on en a tiré les conclusions parce qu'on a vu que maintenant il y a une table ronde pour les nouveaux tarifs. On a une personne dans ce studio qui était présent à cette table ronde, Clément, pour ne pas le citer. Comment tu as déjà vécu le fait qu'il y ait cette demande de faire une table ronde, et comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous raconter un peu? C'est une bonne chose de se rapprocher des supporters, surtout pour mettre en place un match pareil. Ça s'est globalement bien passé, après évidemment il y a eu des discussions encore autour de Toulouse, autour du boycott, autour des fumigènes, autour de plein de choses. Maintenant je pense que maintenant il faut passer à autre chose, il faut passer au tour suivant, et puis mais voilà, là on était tous à peu près d'accord au niveau des tarifs. Je pense que c'est des tarifs plutôt correct pour un huitième de finale de Coupe de France contre une grosse équipe. Monaco, c'est pas rien. Donc voilà, maintenant la billetterie ouvrira après Versailles.
Donc je pense ça c'est une info, ça c'est pas encore trop sorti. Ouais. Non, c'est pas encore sorti, mais ça va arriver. Ça va commencer le samedi matin après Versailles. Et est-ce qu'on sait déjà s'il y a des plans mis en place pour les licenciés, les membres de l'asso? Il va y avoir des priorités abonnés en numéro 1 déjà. Il y a une priorité aussi pour les gens qui vont aller voir Versailles, ce qui est plutôt une bonne chose parce que je pense que si on peut remplir Diochon 2 fois en une semaine entre Versailles et Monaco, je pense que ça aurait un putain d'impact quand même. Donc, un méchant impact. Pardon. Ça fera 5 euros en plus dans la cagnotte Verratti. Et donc, et ensuite la vente grand public, donc ça sera un petit peu après. Mais je pense que voilà, globalement, tout le monde était satisfait. Tout le monde était là, hein, le COP, le Noble, les RF, nous, l'écu rouge, et puis le 12 Rouennais était là aussi. Donc tout le monde était d'accord. Donc je pense que ça peut être une belle fête contre Monaco. Oui, sur la page, j'ai vu, la plupart des commentaires étaient satisfaits des prix. Il y a quelques personnes qui pensaient que c'était un peu trop cher, et surtout la disparité entre le Noble et Hors-la-Ville. C'est que c'était bon, pourquoi on mettait un prix aussi important en Hors-la-Ville? Voilà. Mais de ce que tu as vu, c'était plutôt des gens qui comprennent les tarifs. Les tarifs sont cohérents. Après, c'est vrai que c'est un petit peu cher pour moi Hors-la-Ville. Mais après, les autres tribunes, je trouve que ça reste vraiment accessible. Et là, on me dit sur le live, Charlie Lee me dit que la réunion était lunaire au Kind Arena. Donc je pense que le pas en avant de faire la table ronde, ça apaise un peu les tensions en ce moment et c'est une bonne chose. La chose qu'on avait demandé, nous, c'était que les abonnés puissent avoir 5 euros de réduction sur le prix qui était fixé à 30 euros. Donc ça aurait fait la place en Le Noble ou à 25 euros par exemple. Sauf que Charles Marek nous a dit qu'il nous offrait le match, le rematch contre Villefranche. Donc au final, ça fait la balance. Donc tous les abonnés seront invités pour le rematch contre Villefranche. Donc du coup, les tarifs sont restés à 50, 30, 20 et 15, si je dis pas de bêtises. Au lieu qu'il y ait 5 euros de réduc pour le match de Monaco. Donc a priori un Diochon guichet fermé, obligé contre Monaco. Je pense que Diochon en deux jours de pré-vente, enfin de vente, ça sera blindé et puis pendant une semaine on sera tous chauffés à blanc là pour attendre le match de Monaco, ce qui aurait dû être le cas contre Toulouse aussi. On reparlera de comment vous avez vécu Toulouse avec les différents auditeurs. Je sais qu'il y a quelques belles histoires à raconter. Avant de contacter nos auditeurs, et d'ailleurs n'hésitez pas à réagir sur le live aussi, hein, on a malheureusement une info qui est tombée dans la journée. D'ailleurs c'était pendant que je préparais l'émission en pensant parler beaucoup de Toulouse et de Monaco. A priori Sofiane Bouzamoucha va nous quitter, c'est ça, Guet? C'est ce qui se dit et c'est ce qui va se faire, je pense. Donc il y a plusieurs clubs qui sont dessus. Donc on a parlé du Servette de Genève, on a parlé de Troyes aussi. De Troyes, j'ai entendu Caen aussi, et il y a même un club danois, je crois. Viborg, les Danois de Viborg. Ouais. On va se retrouver avec 4 défenseurs dans l'effectif pour la deuxième partie de saison. Bon, je pense qu'il y a des membres de la réserve qui vont monter en première, hein, mais bon, c'est quand même jouer une deuxième partie de saison avec 6 descentes, avec 4 défenseurs de métier. On va être obligé sans doute de changer de système de jeu. Je trouve que c'est un peu... c'est Dallas encore une fois. On vous rappelle que l'interdiction de recrutement fait que... Et l'interdiction de recrutement, oui, qui nous fait pas du bien non plus. Et ça, on sait d'où ça vient. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Après, moi, j'ai pas du tout envie d'en vouloir à Sofiane Bouzamoucha. Il fait une demi-saison absolument exemplaire. C'est pour moi le meilleur joueur ou un des meilleurs joueurs de l'équipe. S'il a une offre d'un club professionnel qui lui double son salaire, lui triple son salaire, lui promet un contrat de 3-4 ans comme a pris Fares Gedjemis, pourquoi il s'en priverait en fait? Même si il y a l'amour du club, mais au bout d'un moment, avec la situation dans laquelle on n'est pas en position de force pour en négocier. Ce qui m'embête dans cette histoire, c'est que au départ, on déclare vendre Gedjemis, que c'était la valeur marchande. Après, on vend Ibaï, et là, on va vendre Bouzamoucha. On n'a pas besoin de vendre. Donc, on n'a pas besoin de vendre de joueurs. En gros, on a l'impression que c'est pour un problème de trésorerie. Mais moi j'ai une question, est-ce que si on a plus 5 points, est-ce que ces joueurs-là partent? J'en suis pas sûr, parce qu'on serait deuxième du championnat. Et je pense que ça pèse aussi dans la tête des joueurs, ça. Sachant qu'en plus, il y a les moins 5 points et aussi la possibilité de peut-être jouer la montée sportivement, mais de ne pas pouvoir y accéder financièrement.
Donc c'est vrai qu'on pourrait se battre toute une saison. On est encore dans le haut du classement, mais avec le retrait de 5 points. Et c'est vrai que ces joueurs-là, si on leur avait mis une situation stable, avec l'opportunité peut-être de monter en Ligue 2 l'année prochaine, je pense qu'effectivement, quand un club de Ligue 2 vient taper à la porte, plus facile de dire non, quoi. T'as un peu plus de sérénité dans tous les domaines. Si sportivement ça colle, si financièrement il n'y a pas de problème, je pense que les gars ils sont bien au FCR. Je pense que aller jouer aux Servettes de Genève ou je sais pas où là, je suis pas persuadé qu'ils aient l'ambiance qu'ils ont à Diochon. Donc après je comprends, il y a une question financière, il y a une question de contrat pro, là s'il va aux Servettes, mais il y a aussi un 16e de finale de Ligue Europa Conférence à jouer. Mais bon, voilà. Bon, nous, on est attachés au FCR, donc forcément, on pense à notre club. Là, disons qu'on va se retrouver un peu en difficulté au niveau de l'effectif. Ce qui n'était pas le cas au début de saison, puisqu'on avait doublé tous les postes. Donc là, c'est un peu compliqué de se retrouver avec 4 défenseurs seulement dans l'effectif pour continuer la saison. N'hésitez pas à réagir sur le live ou les auditeurs aussi qu'on va appeler, parce que si vous voulez parler du transfert de Sofiane Bouzamoucha, de comment vous le ressentez, des conséquences aussi sur la suite de la saison, parce que comme tu disais, niveau effectif là, ça va commencer à être problématique. J'ai repris une licence, on sait jamais. Je pense que sportivement ça peut être très compliqué, ça peut tourner très très vite, parce qu'on est qu'à 6 points du premier relégable. Donc imaginons, demain on perd à Nîmes, ce que j'espère vraiment pas. Ça peut devenir tendu. Il reste sur je sais pas, 6 défaites de suite ou un truc comme ça. Donc bon. Mais on aime bien relancer les équipes, ça on le sait. Mais imaginons qu'on a un défenseur central qui se pète ou Millon qui se pète, on fait comment ? Là ça va être très compliqué, donc on a encore une saison à finir. On commence les matchs retour, donc ça va être sport. Clairement, on a un système où on est très fort à 5 défenseurs, sauf qu'on n'a plus que 4 défenseurs sous contrat dans l'effectif. Voilà. C'est la situation du FCR aujourd'hui. Maxime Dornano, chapeau à lui, parce qu'il doit s'adapter à tout. Franchement, grand coup de chapeau à lui, parce qu'il fait un travail énorme, mais à chaque fois, il a toujours des bâtons dans les roues, on a l'impression. Je ne vais pas faire Riolo, mais on l'avait dit depuis le départ, reprenez le podcast numéro 1. Je dis, au bout d'un moment, il y a des équipes de Ligue 1, de Ligue 2 qui vont se rendre compte qu'il y a un entraîneur qui est excellent, qu'il y a des joueurs qui sont excellents et qu'on ne pourra pas lutter si on n'a pas une situation financière saine, quoi. C'est l'évidence. Une situation globale saine, parce que finalement, le fait, on rigole toujours avec ça, c'est Dallas, mais forcément, les offres d'autres clubs paraissent beaucoup plus alléchantes si c'est en plus pour quitter une situation qui est un peu instable. Non, mais c'est l'évidence, de toute façon. Si on était dans une situation un peu plus stable dans tous les domaines, c'est sûr que la question se poserait de rester au club, ça c'est sûr. J'ai Corentin qui me dit interdit de recruter même des joueurs en prêt, parce que moi j'ai vu que la Berrichonne ont interdit de recruter. Mais par contre, ils ont réussi à se faire prêter des joueurs. Bah non, apparemment, on peut pas prendre de contrat supplémentaire. Bah moi, c'était aussi. Pour moi, c'est prêt ou pas, ça change rien. Pour moi, c'était ça aussi. Mais en tout cas, ce qu'avait déclaré le président, c'est que même des prêts gratuits, on n'avait pas le droit. Interdiction de recrutement, ça veut dire ce que ça veut dire. Je pense que sinon, on peut y aller. On va rechercher un joueur ou deux et puis. Au moins 2 défenseurs pour finir la saison, quoi. D'ailleurs, on a un joueur après, à mon avis, s'il était chez nous, il serait plus là. La Mincy, à mon avis. Ils peuvent pas lever le prêt, c'est pas comme en Angleterre. Ils peuvent, mais il faut un problème médical. Médical, ouais. Donc espérons qu'ils en ont pas ici. Voilà. Jusqu'au 31 janvier. On n'est pas à l'abri avec après, le c'est cuir. Après, c'est cuir. Lamine, reste avec nous, s'il te plaît. On va pouvoir faire une petite pause, messieurs, et on va pouvoir accueillir au téléphone Benoît, un auditeur. RC2 sur l'Agglo de Rouen, 94.4. 94.4. Bonsoir, Benoît. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va, merci, et vous ? Alors, très très bien. Tu es à l'antenne. Voilà, Guette est là, Clément est là. Je pense qu'on a un message pour lui ce soir. Joyeux anniversaire. Merci à vous, ça me touche, c'est gentil. De la part de toute l'équipe du podcast et de Thomas à la technique et de Aurel perché à la caméra. Voilà. Ah ouais, 40 ans là, ça rigole pas. Attention là ça se fête ça. Guette, tu nous présentes Benoît Davier, éducateur U18. Et puis supporter en même temps. Bon, il est déjà venu dans le podcast. Il est déjà venu. Il a fait déjà une apparition dans le podcast. Il est un peu timide, mais là ça va aller. Ouais, là, oui. Voilà, t'es au téléphone, donc ça va. Ouais, ça va. Ouais, c'est différent. Alors Benoît, déjà j'ai envie de te dire comment t'as vécu le match de Toulouse. J'étais au stade. Au début, j'étais un petit peu comme tout le monde, un peu.
je me posais la question, est-ce que j'y vais pas. Bon, après, l'association elle nous a offert des places, heureusement, on va dire. Et du coup, j'étais au stade, puis franchement, c'était un mot exceptionnel, quoi. Je pense qu'on vit ça pas souvent, quoi. Un match comme ça. Le fait qu'il y ait tous ces problèmes dans l'avant-match, ça t'a gâché un peu le plaisir, ou finalement, une fois qu'on Ouais. y est, on n'y pense plus? Je suis venu déjà sur le dernier entraînement qu'il y a eu sur les Annettes avec les supporters. Je suis venu le samedi matin avec mon fils. Et c'est vrai que ça m'a, en voyant tout le monde, ça m'a attristé, honnêtement. Je me suis dit qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir, même nous, les 18, le samedi, et savoir qu'ils vont pas être dans le stade alors qu'on joue les tenants du titre, une Ligue 1, que le stade, c'est à Diochon. Et c'est vrai que ça m'a attristé, honnêtement. Et puis, je me suis dit, après, c'est leur choix. Moi, je me suis dit avant tout, c'est le club, les joueurs, le staff, parce qu'ils font un travail remarquable. C'est vraiment parce que tout ce qu'ils ont subi depuis le début de la saison, du moins depuis le début des soucis, on va dire, ils lâchent rien. Et je me suis dit non, en tant que dirigeant, éducateur, je me dois d'aller les soutenir, quoi. Qu'est-ce que tu vas en retenir? Parce que il y a énormément de choses à dire, mais moi, ce qui m'a fait le plus kiffer, c'est quand même qu'on a fait match égal avec une Ligue 1, quoi. On n'a pas du tout été dominé. C'est pas comme si on avait c'est pas une qualif, imméritée, Non, c'est pas sur un but c'est de pas raccro, un voilà. non, pas du tout. Non, moi, le match, vraiment, pour moi, on a fait vraiment jeu égal, voire plus, parce que franchement, on leur a causé beaucoup de problèmes. Et puis, on était même tous, on va dire, quelque part étonnés, parce que tu joues une Ligue 1, tenant du titre. Après, quand ils mènent 2-1, là, tu sens un petit peu un petit mou. Tu te dis, je pense que ça va être difficile, mais après, il y a un nouvel élan, et là, on revient dans le match. Et franchement, c'est niveau ascenseur émotionnel, c'était extraordinaire. Et puis, la séance de tir au but, là, c'était un moment stressant. Pour moi, très stressant. Même les gens autour de moi, j'étais en tribune hors la ville, et les gens autour de moi, c'était vraiment stressant. Tout le monde serrait les poings, tout le monde, on sentait que... Et puis c'était extraordinaire. Surtout une séance de tir au but comme ça, avec, comme j'ai dit tout à l'heure, avec 11 joueurs de chaque côté qui réussissent leur tir au but. Moi, à ma connaissance, j'avais jamais vu ça. Et puis, il faut aussi souligner la qualité des tireurs, que ce soit côté rouennais ou toulousain. Les pénaltys étaient tirés, mais d'une qualité... c'est même pour un gardien, pour les gardiens, c'était très difficile. C'était vraiment une séance, c'était extraordinaire, quoi. Et puis moi, l'image qui m'a vraiment marqué, c'est quand Kabongo il va pour tirer, mais je me dis, mais on n'est pas dans un monde réel là. Il est sur une jambe, il va aller tirer un penalty face à une Ligue 1. Je dis non. Puis en fait, il tire bien, il met à contre-pied, puis avec la petite célébration derrière. Il y a eu des mots avec le gardien de Toulouse, c'est ça? Il devait tirer en 10e, et finalement c'est Léonard Agoun qui est allé. Et lui, il a tiré le 11e. Ouais, c'est ça. Au dingue. début, il s'est présenté une première fois. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis, c'est ça. Et puis, Angoun, il lui a dit non, tu peux pas tirer. Ça, mais bon, il s'est dit, mais au bout d'un moment. Il est allé quand même. Même sur une patte, il l'a mis son péno. Comme disait Léo, ils sont rentrés. Enfin, ils les ont un peu chatouillés, quoi, sur la séance. On les a sentis, les Rouennais un peu chambreurs. Oui, ça fait partie du jeu. Et puis, c'était vraiment l'ascenseur émotionnel, comme on dit, c'était énorme. 12 tireurs, moi, je me rappelle la dernière séance que j'ai vue de tir au but, c'était à la télé, c'était Lens-Monaco, au tour précédent, et tu voyais la qualité des tireurs, c'était une catastrophe, une séance. Et là, tu vis ça en vrai à Diochon, ton FC Rouen, quoi, face à Toulouse, et tu te dis non, c'était vraiment, c'était une soirée, une après-midi, une soirée vraiment extraordinaire, quoi. Et tu dis tout le monde était tendu, il y en avait un qui n'était pas tendu, c'est Sofiane Bouzamoucha. Bon, alors là, on s'est beaucoup moqué de moi pour mon commentaire sur les réseaux sociaux. J'ai dit qu'il était assez bien équipé dans le short, qu'il en avait des en acier trempé. Qu'est-ce qu'il nous a fait là? C'est un geste un peu, même nous dans le stade, quand il l'a fait, tout le monde a. Le ballon, il est arrivé au ralenti dans le but, quoi. Et on a cru qu'il était à côté. On a retenu son souffle, quoi, quand on a vu le ballon.
Et puis, puis aussi quand le joueur toulousain, il tire sur le poteau, là, c'est l'explosion du stade, là, c'est le moment où, et après on voit Jaja qui prend le ballon, on dit va la mettre, c'est obligé, va la mettre. Et quand il marque, c'est là que le stade, tout le monde, tous les gens, les enfants, tout le monde autour, c'était extraordinaire. Ouais. D'ailleurs, on fait un appel à la direction du FCR ou aux personnes qui gèrent Diochon. Est-ce qu'on peut avoir un micro qui marche, s'il vous plaît, pour les célébrations de Amédée Kabango, parce que à chaque fois il prend le micro et Oui. donc quand on est hors la ville on n'entend rien, on est d'accord, hein. Nous on était hors la ville, le son il coupait, non, on n'entendait rien. Quand je suis rentré à la maison, c'est que j'ai écouté avec les vidéos qui ont circulé, mais après non, c'est vrai que la sono va vraiment falloir faire quelque chose, je pense, parce que c'est un gros souci quand on est hors la ville. Même quand le speaker annonce les joueurs, les buteurs, tout ça, hein. Même la composition, c'est vrai que la composition d'équipe avant le match, tout ça, c'est vraiment, on n'entend rien. Après, c'est vrai que ça serait vraiment quelque chose à améliorer. Et puis, mais bon, je pense que moi personnellement, je pense que le prochain match, j'essaierai de le vivre en Le Neuble, parce que j'ai envie vraiment de sentir la chaleur. C'est différent, Le Neuble et la ville, c'est pas tout à fait la même ambiance. Et j'ai envie de le vivre en Le Neuble parce que j'ai vraiment envie de sentir la chaleur du stade, quoi, des supporters. Pour information, je viens de recevoir un SMS à l'instant. Breaking news. Les licenciés sont invités en pourtour Oui. pour le match de Monaco. On a reçu un message ce matin, parce que j'ai mon fils qui est en U6, je l'ai appris ce matin qu'on a reçu un message comme quoi ils étaient invités, on va dire, en pourtour. Après, personnellement, un petit gamin de 6 ans derrière une barrière... C'est ce que j'allais dire, il va falloir qu'ils mettent des bancs pour que les gamins puissent voir quelque chose, parce qu'avec les banderoles qu'il y a de Coupe de France tout autour du terrain, à part Wembanyama, je pense qu'il n'y avait personne d'autre qui pouvait voir quelque chose, hein. Du côté de la Le Neuble, en tout cas. Honnêtement, déçu quand même, parce que, même nous, on est licenciés du club, et on dit on vous offre une place, mais c'est en pourtour. C'est vrai que moi, je trouve ça un peu... je dirais pas les mots, mais c'est pour des gamins, ils sont heureux quand on les emmène à Diochon. Et là, ils vont être derrière une barrière, un grillage, et ils vont totalement pas voir le match. C'est pas possible. Et surtout à savoir qu'il y aura peut-être énormément de monde aussi en pourtour. Ouais. Alors des adultes qui peuvent les bousculer. Pour les gamins, je pense qu'il y a quelque chose à faire, peut-être. Je sais pas, réquisitionner une partie Après, de hors-la-ville, ou je sais pas, faire quelque chose pour que justement ils puissent vivre la fête comme elle va être, et puis qu'ils puissent voir les stars de Monaco, parce que il y a quand même quelques joueurs sympas à voir, et puis qui puissent assister à ça dans les meilleures conditions possibles, quoi. Monaco qui est venu il n'y a pas si longtemps que ça à Diochon contre le fameux club métropolitain dans une victoire en Coupe de France aussi, avec un très beau beat de Kevin Volland, je m'en souviens, j'étais là, dans une ambiance assez feutrée par contre. D'accord, moi je me rappelle pas, je connais pas. Clément, tu ne vas pas voir les matchs de QRM, non ? De quel club ? D'ailleurs, le tirage Monaco, c'est un peu particulier pour toi, Benoît. Ouais, 2 ans de suite, parce que on était en supporter monégasque depuis les années 98-99. J'ai déjà été plusieurs fois au Louis II, je suis même à l'extérieur, quand je peux aller les voir, quand c'est pas trop loin de la maison, j'y vais. Oui, c'est vrai, on les a tombés la saison dernière en Gambardella. Là, maintenant, c'est la nationale qui les tombe en Coupe de France. C'est vrai que c'est encore particulier pour moi, mais ça change rien. Comme la saison dernière, j'aurais le cœur 100% rouennais. T'as un cul rouge. Voilà, c'est ça, parce qu'avant tout, Monaco, c'est mon club. Mais à l'heure actuelle, t'es au FC Rouen, ton fils il joue au FC Rouen, et à Monaco, j'ai pas d'attache. Au FC Rouen, j'ai des amis. On a les gamins avec les 18 tous les week-ends. Tu portes le logo du FC Rouen pratiquement toute la semaine, et pour moi je veux voir Rouen passer, je veux que la fête soit et tant pis pour Monaco c'est une Ligue 1, ils en gagneront des titres, ça c'est sûr, mais c'est encore particulier. Et puis même mon fils aussi, parce que il joue à Rouen, mais il supporte Monaco comme papa. Et quand je lui ai dit qu'il jouait Monaco, il m'a dit c'est vrai, il va y avoir Golovin, Ben Yedder, ils vont venir à Rouen. Je lui ai dit oui, ils vont venir jouer, oui, contre Rouen. Et
pour moi, c'est un tirage rêvé, on va dire. Et non, c'est génial. Pour les plus jeunes, bon, déjà un huitième de finale, c'est c'est extraordinaire. Et puis pour les plus anciens, on va dire, qu'on connu l'épopée de 99, ce serait enfin moi j'étais à Lorient pour le match contre la Montagnarde à l'époque, où on s'était qualifié 2-0 après prolongation. Revivre un quart de finale, pourquoi pas, ce serait génial, quoi. Tout est possible en Coupe de France avec un Diochon, parce que là la différence aussi c'est qu'il va y avoir vraiment l'ambiance comme le faut, on va dire. Le Diochon bouillant, je pense que ça va faire un joueur en plus. Oui, tout à fait. Et puis faut pas. Monaco, on sait que ils ont pas trop l'habitude, à part à l'extérieur, mais bon, ils ont pas trop l'habitude. Et je pense qu'on a les moyens de. Moi, j'y crois personnellement. Moi, je crois en l'espoir. C'est tout à fait possible. Et en suivant, je suis Monaco, bien sûr, et je peux vous dire que c'est pas non plus. Voilà, il y a des résultats, mais c'est pas non plus le jeu. Ça, c'est pas top, quoi. C'est limite. Même si pour eux, la Coupe de France, ça peut être un objectif aussi, hein. Oui, c'est ça, parce que donc, le championnat, c'est mort. Coupe d'Europe, il n'y en a pas cette année, mais voilà, ils veulent peut-être aussi essayer d'aller loin aussi en Coupe de France, mais bon, dommage qu'ils s'arrêtent en huitième de finale, quoi. Ouais, c'est ça. Puis ils vont. Mais bon, la saison dernière, ils s'étaient fait sortir par Rodez au tir au but. Voilà. Là, ils ont rejoué Rodez cette saison, ils ont réussi à gagner 3-1. Mais bon, c'était pas non plus. Non, moi je pense que il y a moyen, et moi personnellement j'y crois. Clément Bassin a pas marqué son but contre Toulouse, donc c'est ce que je lui ai dit après le match. J'ai dit t'as pas marqué contre Toulouse, donc ça sera à toi de nous donner la victoire contre Monaco. Si on veut être complet, il a marqué son penalty. Il a mis son penalty, mais il a pas marqué dans le jeu, donc ça compte pas. Il y a un match très important ce week-end pour les 18 qui reçoivent Deville-Marum. Oui, on reçoit Deville-Marum sur les terrains des Annexes à 15h15 samedi. C'est un match très important, continuer à rester là-haut. Et puis Deville, c'est une bonne équipe aussi, qui est en forme, qui a fait une belle Gambardella aussi. Puis c'est une équipe qui est en forme, ils sont qu'à 6 points de nous. C'est une équipe qui joue bien, avec des anciens joueurs de chez nous d'ailleurs, qui sont là-bas. Et ils vont vouloir se montrer, parce que ils étaient à Rouen la saison dernière, sur les U17 notamment. Et un petit peu avec nous sur une partie de saison avec les U18. Du coup, c'est des garçons qui veulent se montrer. Et je pense que ça va être une belle rencontre, ça va être un beau match. Et puis, j'espère qu'on va prendre les 3 points. Merci beaucoup d'être passé. Et puis bon courage pour la fin de la saison aussi. Ok, merci. Puis je vous dis à très bientôt et bonne soirée à vous. Ciao. Salut Benoît, merci. Merci, salut à vous, merci. RC2 sur l'agglo de Rouen, 94.4. 94.4. Allô ? Benjamin ? Oui. Bonsoir. Quelle est ta radio préférée ? Quelle est la radio préférée à votre avis ? C'est RC2, bien sûr. Voilà. Alors merde, et tu gagnes quoi du coup ? Putain, on n'a pas de cadeau à donner par Je contre. crois qu'on a un saucisson de haute montagne dans le frigo. Même pas un maillot du FCR. Non, il nous reste 2 places pour FCR Toulouse si tu veux. Ah non, j'en ai déjà pas voulu la dernière fois, c'est pas maintenant que je vais les vouloir. Alors Benjamin, même question que pour Benoît juste avant. Toi, t'as vécu comment du coup cette semaine avant le match et le match, du coup toi t'as choisi de ne pas y aller, c'est ça ? Ouais, exactement. Ouais, c'était très très frustrant de voir la polémique qui a été faite. En vrai, c'est le président qui a mis cette situation-là avec des prix aberrants qui n'étaient pas en adéquation avec le football qu'on prône, c'est-à-dire le football populaire. Et du coup, j'ai décidé avec mes potes de boycotter le match, malgré le mea culpa qui a été fait bien trop tard à mon goût. Et on est resté droit dans notre basket avec mes potes et on s'est retrouvés au bar. Et c'était super aussi, on s'est bien amusé aussi. Le mea culpa du président au milieu de semaine, ça t'a pas fait du tout changer d'avis ? Ah non, au contraire. J'ai tout de suite compris que c'était pour la non-vente de places qui partait pas et que c'était du cinéma et que en fait il ment tout le temps, donc il n'y a aucun intérêt à écouter ces blabla. Alors toi, est-ce que tu fais partie d'un des COP du FCR ou tu viens juste au stade comme ça ? Je viens au stade, mais je vais dans les COP. D'accord, mais t'es pas forcément encarté à un COP ? Non, je suis pas carté du tout. Non, je suis pas carté. Je
je vais chanter quand même avec les copes, mais je ne suis pas carté. Non. D'accord, parce que du coup, je voulais te demander cette histoire du couple noble de on appelle au boycott, puis on n'appelle plus au boycott, puis on rappelle au boycott. Est-ce que ça t'a pas aussi conforté dans le fait de ne pas y aller parce que finalement, changer trop de fois d'avis aussi Déjà, quand ça a changé d'avis, j'ai halluciné parce que, en fait, si tu pars sur la base de on boycotte jusqu'au bout, il faut rester droit dans ses baskets, même avec le discours de Clément. Clément a fait un très beau discours, il n'y a pas de souci là-dessus, mais tu sentais bien déjà que c'était orienté par Barek et même s'il a dit le contraire, Clément, je sais très bien que c'est pas vrai et que voilà, il fallait rester droit dans ses baskets. C'est ce qu'on a fait nous pour notre part. Après, chacun a choisi sa place, il n'y a pas de souci, mais en tout cas, nous on était très contents d'être au bar. Forcément frustrant parce que vu le scénario du match, c'est sûr que c'était frustrant, mais au moins on est resté fixe et on est resté comme ça et c'était très bien. On se rattrapera tous contre Monaco. Alors déjà contre Versailles la semaine prochaine déjà. Parce que Exactement, avant Monaco, il y a Versailles et puis on se rattrapera contre Monaco dans un Diochon bouillant. Il faut qu'ils arrivent en enfer les Monégasques. D'ailleurs, on me dit sur le live, Emmanuel Duflo qui dit il y a surtout les propos du président dans l'équipe qui ont frustré les supporters. Ah bah c'est et sûr forcément, et ça c'est arrivé la veille du mea culpa. Ouais, c'est ce que je voulais en parler aussi parce qu'il y a eu les déclarations qui étaient faites juste avant le mea culpa, mais ce qu'on a bien compris, c'est que en fait c'était vraiment trop tard et que c'était niette quoi. Il fallait rester sur son truc et c'est ce qu'on a fait. Bon, de toute Donc, manière, comme vous avez dit, on va se venger en allant voir Monaco, c'est très bien. D'ailleurs, moi j'étais d'après-midi normalement, je finissais à 21h. Donc je ne pouvais pas venir et j'ai fait en sorte de décaler mes jours avec un autre collègue pour être du matin et pour pouvoir être présent au match. On lui lâche une dédicace au collègue, comment il s'appelle Gabriel, il s'appelle. Gabriel, merci, voilà. T'as fait Merci un Gabi. Voilà, exactement. Voilà. Exactement. Il a été super cool. Donc non, mais après on se rattrapera sur Monaco, c'est pas grave. Tant pis, c'est comme ça. Le match, du coup, comment tu l'as vécu Est-ce que t'as pas regretté quand t'as vu que c'était un match d'anthologie comme ça, de se dire mince quand même si j'avais été au stade C'est pas à regretter, mais c'est surtout frustrant d'avoir vu le scénario, tout ça. C'est sûr qu'on s'est tous dit on aurait bien voulu être au stade. Ça c'est forcément la logique, mais après en soi le match on l'a vécu quand même au bar et on était très contents aussi. On a vibré à chaque but. À la séance de penalty c'était insoutenable, mais on a tous vibré. Et quand il y a eu la victoire à la fin, on s'est tous sauté dans les bras parce que voilà, on est heureux que le FCR gagne et qu'on fasse un exploit comme ça. C'était magique. Franchement, c'était cool. Est-ce que ça t'a fait pareil le penalty de Bouzamoucha que nous dans le stade parce que oui, le cœur s'est arrêté 3 fois, je crois. Je joue au foot, j'ai jamais vu un penalty comme ça. Je pense que c'était très très bizarre comme tir, mais bon, c'est pas fait, on va dire. Ça a peut-être surpris le gardien du coup. D'ailleurs, après, on a vu un fou rire entre Bouzamoucha, Clément Bassin, ça chambrait, ça rigolait pas mal après ce tir au but. Forcément, moi j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens qui tirent des penaltys comme ça. Mais bon, après, comme c'est passé, donc c'est le principal. Ouais, puis il y a aussi Amédée Kabongo aussi un tir au but légendaire sur une jambe. Ça aussi, c'est très beau parce que cette douleur-là, en plus, elle est très forte et franchement, il était grand et c'est un vrai champion parce que pour aller tirer un penalty avec une douleur pareille, franchement, il a été bon. Et en plus, il l'a bien tiré, le penalty. D'ailleurs, on le salue, Amédée, un blessé out pour la saison a priori. Donc, Ah oui, là, oui, rupture du tendon d'Achille, oui, là c'est cuit pour le reste de la saison. Du coup, l'offre de Sochaux est tombée à l'eau. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Il y avait l'offre de Sochaux. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Et que le président avait pas regardé l'offre au final. On la regarde pas, l'offre de On Sochaux. la regarde pas parce que bon. Mais par contre, celle de Bouzamoucha, on va la regarder quand même. Bon, d'accord. Allez, on passe à la suite. D'ailleurs, Benjamin, tu veux réagir sur le transfert de Bouza ? Je voulais en parler parce que alors c'est bien parce qu'il va récupérer encore de l'argent là-dessus et en plus il se fait encore de l'argent et sans rembourser en gros ses dettes. Pour l'instant, on n'en sait pas plus, donc on va pas trop parler, mais on a l'impression qu'il veut accumuler l'argent et qu'au final, au niveau sportif, ça va devenir très compliqué, même si on a encore une équipe compétitive, ça commence à être compliqué. Et comme Guéguette disait tout à l'heure, on est qu'à 6 points de la relégation, donc va falloir faire attention. Et moi, franchement, j'ai peur pour la suite parce que ça peut être très dur. Et puis voilà. Et pour la suite aussi, il me semble, même si on arrive à se maintenir, j'espère qu'il y aura pas une grosse rupture. Et j'ai peur
que Dornano parte par la suite, parce que là, ça fait une accumulation de choses qui est pas terrible, et je sens pas très bien pour la fin de saison s'il n'y a pas une situation qui se dégage par rapport au président ou à une certaine vente ou autre. Oui, ça c'est le risque. Clément t'en parlait hors antenne. Effectivement, Maxime Dornano, comme on le dit toujours, il y a forcément une équipe qui va se rendre compte que c'est un grand coach. Et même lui, de lui-même, au bout d'un moment, une situation comme ça, il va pouvoir tenir. Déjà, la situation du club est pas stable. Donc, s'il n'y a pas de projet pour la saison prochaine, ou si c'est un peu bancal, évidemment, je pense que même avec un projet, il sera, quoi qu'il arrive, sollicité par des équipes de nationales ou au-dessus. Donc aujourd'hui qu'on en tient un bon, parce qu'on en a eu des mauvais, des coachs, faut pas se mentir, depuis 20 piges, on en a eu quand même des phénomènes, donc là on a quelqu'un qui est investi, qui est professionnel, qui tire le maximum de son effectif. Faut le garder un maximum, faut essayer de le garder, et puis de proposer un projet nouveau sur 2-3 ans pour essayer de remonter en Ligue 2, pourquoi pas. Là en effectif, ça va commencer à faire court là quand même. C'est sûr que là avec 4 défenseurs vraiment de métier dans l'effectif national, il va falloir faire monter des gars de la réserve. Donc tu déplumes aussi la réserve. Enfin bref, ça va être un sacré micmac pour les prochains matchs. Sans leur faire offense, la réserve n'est qu'en R1, donc c'est ça. Après, forcément que tu as encore des bons joueurs, mais pour le national, ça va faire peut-être un peu juste. À mon avis, même si tu arrives à prendre un défenseur en R1 pour du national, ça commence à être un peu juste, je pense. Moi. Puis l'après Coupe de France, souvent c'est pas évident pour les clubs qui font un beau parcours, donc méfiance. Il va falloir faire attention au relâchement aussi, c'est ça, parce que là t'es porté par la Coupe de France, t'as gagné ton 16e contre Toulouse, tu joues contre Monaco en 8e, donc c'est très beau, t'es porté surtout, mais le jour où on va être éliminé, il va falloir faire attention quand même que les émotions redescendent pas et qu'on soit pas dans un trou pour le reste de la saison. Même avant, parce que là, il y a 2 matchs, Nîmes demain et Versailles la semaine prochaine, où il va falloir prendre des points, parce que derrière, ça peut aller très vite aussi. Ça, je suis d'accord avec toi. En espérant qu'il y ait beaucoup de monde sur le match de Versailles, je pense, avec la priorité pour les gens qui auront des places. Donc, il y aura beaucoup de monde pour faire une belle répétition avant Monaco et donner un peu plus d'élan pour essayer d'avoir la victoire contre Versailles, très importante d'ailleurs. Ce serait bien de faire 2 fois complet en une semaine. Je pense qu'il y a certains clubs qui aimeraient déjà faire complet un match, ou enfin quelques spectateurs dans un match. Donc là, faire deux complets en une semaine. Bon, Monaco, ça posera pas de problème. Maintenant, Versailles, je pense que l'offre qui a été faite, je pense que ça peut permettre aussi de faire une super affluence. Oui, je pense aussi. On rappelle priorité à ceux qui ont une place pour Versailles, c'est ça ? Ouais. En deuxième position après les abonnés. Ouais, j'allais demander justement, je voulais poser la question. C'est en deuxième position, il y a les abonnés en premier. C'est les abonnés en premier, ce qui est un peu légitime. Les abonnés en numéro 1. Et puis ceux qui viendront contre Versailles auront un billet, une place. C'est bien, comme ça va permettre de remplir le stade pour Versailles. Est-ce que je peux vous juste dire un petit hommage à mon grand-père bien sûr. Alors, je voudrais lui souhaiter, lui faire un hommage. Il est parti il y a quelques années maintenant, et en fait, il a été supporter dans les années 30 du FCR. Il a été pendant 30 ans abonné, plus de 30 ans même abonné, et il venait au stade à pied. Et pour moi, ce soir, je voulais lui faire une petite dédicace quand même, parce que il était fan absolu d'un joueur qui était un énorme buteur, c'était Jean-Nicolas. Et il faisait tout en parler même au repas. Comment ? L'attaque mitraillette de l'époque. Exactement, et mon grand-père en parlait à tous les repas, et c'était la petite guéguerre avec mon père, parce que mon père à l'époque il était à fond sur Platini, et mais c'est pas la même époque. Non, c'est pas la même époque, mais comme nous on n'a pas les mêmes préférences aussi maintenant. Oui. Mais c'était la guéguerre. Mon grand-père a jamais flanché, et ça a toujours été Jean-Nicolas, et du coup il était à fond là-dessus, et voilà. Et c'était pour lui faire un petit hommage, parce que je suis sur le live
pour le FC Rouen et puis voilà. Et C'est j'espère top. que de là-haut, il est fier de moi qui me voit chanter pour les Rouges et Blancs. Mais en tout cas, au match passé, et ouais, ça fait chaud au cœur des histoires de famille comme ça. C'est là qu'on voit que le FCR, c'est plus qu'un club, un Mesquion club. De génération en C'est ça. génération, voilà. C'est dans les gènes. Voilà. C'est ce que je disais à mon père tout à l'heure, ça doit être dans les gènes. De toute façon, quand tu viens à Diochon une fois, tu repars pas. Hein. t'es Tu piqué. reviens la semaine d'après. Enfin, tous les 15 jours, tu reviens. Hein. Ça, c'est clair et C'est net. ça Hein. exactement. On reviendrait encore plus si la bière était un peu meilleure aussi. Message, Bon, message passé. message est passé. Message passé. Paye ton coup. Il faut changer la bière. C'est ça, exactement. Merci Benjamin, salut. Merci à Ben. vous, bonne soirée et Ciao. allez le FCR. RC2 sur l'agglo de Rouen, 94.4. 94.4. Allô, Jonathan, comment ça va? ça va, merci. On savait pas Et si vous t'allais être encore là. Hein. Non, j'étais là, je regardais un petit peu ce que les autres ils disaient aussi. Jonathan Montero, notre ancien portier, une coqueluche de Diochon, on a scandé son nom un bon nombre de fois. Déjà, Jonathan, je veux dire, comment ça va et comment t'as vécu ces derniers jours là? Moi, personnellement, ça va mieux. Avec quelques petits épisodes de blessures aussi au niveau foot. Au début de saison, ça va. Et puis, j'ai vécu ça comme très bon spectateur devant la télé, quoi. Devant la télé. Mais c'est à cause de ma femme. Hein. Si je suis pas venu au stade, c'est à cause de ma femme. Elle a forcé pour le boycott? C'est ma femme qui m'a dit, tu n'y vas pas parce que j'y vais pas. Et du coup, tu l'as vécu à la télé et comme nous, t'as eu un rythme cardiaque beaucoup trop élevé. Un rythme cardiaque élevé, non. Mais j'ai regardé le match avec plaisir. Parce que c'était vraiment un beau match. C'était vraiment un très très beau match. En vrai, il y a eu beaucoup de maîtrise du côté rouennais. Un peu de négligence du côté toulousain parce que je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Tant mieux pour le FC Rouen parce que ils ont réussi à maîtriser tout de même ce match, même en encaissant 3 buts. Les matchs de Coupe de France, c'est fait pour ça aussi. Il faut que les professionnels se fassent secouer un peu. Hein. Exactement, c'est ça. En fait, souvent, c'est pas de la négligence, mais c'est qu'ils se disent bon, on va le faire, on y met un peu moins, et puis ça va le faire avec juste un peu notre talent ou notre expérience. Sauf que là, ils sont tombés sur un os et c'est ce qui était arrivé. Je prends l'exemple d'il y a quand moi j'étais à Rouen, quand Metz sont venus à. Il y a 4 ans. Ouais, c'est ça, il y a 4 se ans, souvient quand bien. ils sont venus à Rouen. Je pense que les mecs ils se sont dit bon, ça va être un match, on peut se relancer, on va essayer de se remettre un peu en confiance. Sauf que non, tu tombes dans un match où il y a de l'enjeu. Et puis D'un là, côté, ils avaient pris une sacrée fessée en plus. Hein. Ouais, c'est ça. Donc du coup, d'un côté, t'as des mecs qui ont la dalle à 100% et qui sont prêts à s'écorcher les mains sur le terrain. Et de l'autre côté, t'as des petites princesses qui essayent de se remettre en confiance. Non, ça marche pas. Dans le foot, il n'y a pas de secret. Peu importe dans quel niveau tu joues. Moi, je pars du principe que tu mouilles le maillot d'abord et après on verra. Toi qui as vécu des moments comme ça, tu l'as ressenti aussi là que ça allait tourner parce que on a vécu quand même des épopées en Coupe de France quoi. Vu la physionomie du match, comment Rouen est rentré dans le match avec, franchement, tu peux regarder n'importe quelle équipe de nationale qui a joué contre une Ligue 1, ils ont mis une maîtrise. Ils ont mis cette maîtrise qu'on n'avait pas justement l'année dernière en N2 sur les matchs. Ils ont réussi à la mettre aujourd'hui, ce qu'ils font en national et ce qu'ils ont fait contre Toulouse. Ils ont mis une maîtrise technique. Tu sentais qu'ils jouaient sans peur, les mecs. Tu sentais qu'ils jouaient sans peur, ouais, c'était relâché. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Donc forcément, ça te réussit, tu sais. Quand tu joues relâché, il y a tout qui te réussit. Il n'y en a pas forcément vu une grosse différence de niveau non plus. Hein. Plus tu vas monter de niveau, la différence, elle va se faire sur l'aspect technique, sur l'aspect mise en œuvre de l'aspect technique. Ça veut dire que le mec, il va voir peut-être une seconde avant toi. Vitesse d'exécution, etc. Ouais. Exactement. Il va voir avant toi, il va exécuter une chose avant toi, alors que sur ce match-là, en tout cas, ça ne s'est pas vu. Et de toute façon, ça s'est vu tout de suite. Les moindres erreurs que le FC Rouen a pu faire sur ce match-là, ils l'ont payé cash, ils ont pris 2 buts. La seule différence, elle a été là. Mais en vrai, sur ce match-là, Rouen a été carrément à la hauteur. Et la séance de tir au but, toi en tant que gardien, qu'est-ce que t'en as pensé? T'en sors combien, toi? C'est ça la question. Après, enfin, t'en sors combien, t'en sors pas combien, ça c'est
c'est à l'appréciation du gardien de but. Aujourd'hui, je prends le cas de Agoud. Et, il a fait un arrêt fantastique contre Louan Cuiseau. Parce que j'ai regardé tous les matchs de Rouen. C'est ce qu'on nous a dit. Sauf un, parce que je jouais le vendredi. Mais j'ai regardé à peu près tous les matchs. Et après, c'est l'intuition du moment. C'est sur le premier penalty du jeu. Il est à 2 doigts de la sortir. Après, elle est bien tirée, mais il est à 2 doigts de la sortir. Il fait sa séance de penalty. Et je pense que, comme il l'a dit dans une interview, il les a chatouillés. Donc, quand tu repasses une deuxième fois devant le même gardien de but pour le joueur, je pense que mentalement, c'est un peu difficile. Et d'ailleurs, ça s'est vu, il a changé de côté. C'est vrai. Il a changé de côté et c'est peut-être pas son habitude à lui de tirer ici. Donc, ça a peut-être joué aussi. Donc, c'est tout à son honneur à Agoud d'avoir... voilà, c'est mentalement, c'est là où un gardien, il est précieux parce que ça rentre dans le cerveau des attaquants. C'était du genre, toi au gars, là. C'était ton genre, toi, de parler un peu aux attaquants, de faire un peu du trash talk comme ça? Non, pas trop, mais je suis plus dans le visuel. Moi, je suis plus dans le visuel. Je vais beaucoup le regarder. Je vais regarder sa gestuelle, s'il est un peu paniqué. Parce que, voilà, tirer un penalty du plat du pied, c'est peut-être plus sécurisant que tirer un penalty croisé. Donc, je regarde un petit peu aussi. Après, moi, j'ai ma propre technique sur les penaltys. Elle dévoile m'a pas été quand même. donnée par quelqu'un qui est connu, Arnaud Marguerite. Donc, elle fonctionne. Et sur la séance des penaltys, elle a fonctionné sur 6 tirs au but. Donc, t'en aurais sorti 6. 6 sur 10, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. On se qualifie de toute façon avec ça. Moi, j'ai une question de Joe. Vu que tu connais pas mal de joueurs, est-ce qu'il y a un joueur en particulier qui t'a vraiment étonné sur ce match-là? Valentin Sanson, pour moi, il est dans une... cette saison, il est en train de réaliser... On le met pas beaucoup en valeur, mais je pense que aujourd'hui, s'il y a bien un joueur qui est très, 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 très bon au FC Rouen, c'est Valentin Sanson. Ouais, nous on essaye de le mettre toujours en valeur quand on fait le podcast à chaque fois. C'est vrai qu'il est pas vraiment, il est pas souvent cité, mais c'est vrai qu'il fait une énorme saison. Il n'est pas cité à sa juste valeur, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, avec Valentin Sanson derrière, il réalise vraiment une très très grosse saison. C'est vrai. Vraiment. Sauf son péno dimanche, parce que là. Son vous premier savez, en tout cas, je vais vous dur. dire une petite anecdote. À un moment donné, il y a Mousse qui voulait tirer le penalty C'est vrai. Oui. Ouais. Ouais. sur l'action. Et je vois Sanson prendre le ballon. J'ai dit à ma femme, c'est sûr, il va marquer. Regarde, si c'est Sanson qui tire, il y a but, c'est sûr. Et l'autre, il est pas parti me louper le penalty. ma femme s'est tournée vers moi, elle m'a dit, mais t'es vraiment un chat noir. Tu connais le foot, toi, dis donc. Et ouais, c'est clair. Elle s'est foutue de ma gueule et je lui ai dit, regarde, il va retirer. Mais le meilleur tireur de penalty de cette équipe, c'est vraiment Sanson. Parce que c'est vraiment le seul à qui j'ai vraiment beaucoup de mal à arrêter. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à arrêter les penaltys. Pourtant, j'en ai fait pendant. Mais l'entraînement, il t'en a mis pas mal. Lui. Il en a mis pas mal. On me dit aussi dans le live Lopi qui a été incroyable, et c'est vrai que la trajectoire de Damien Lopi est aussi incroyable. Faut pas oublier qu'il arrive de Grand Queville. Il jouait en R1 il y a 2 ans, enfin 1 an et demi. Et c'est le coach, je crois, qui le fait venir. Donc ça a été une plus-value pour l'effectif. Et aujourd'hui, il a plus d'espace en national, et, il peut s'exprimer un peu plus de temps de jeu. Donc forcément, ça permet de découvrir aussi un nouveau garçon. Cette saison du FCR, du coup, toi, tu l'as vu comment T'es toujours attaché au club? Est-ce que t'as pas, tu vois, un peu de regrets depuis y être? Tu vis ça comment, toi? Des regrets, oui, depuis y être, parce que j'aurais quand même voulu participer au maintien de ce club en national après l'avoir mis. Donc, ouais, des regrets par rapport à ça, mais après, non. Aujourd'hui, des regrets depuis y être, non. Ça reste quand même 5 belles années de ma vie. C'est vrai que le club aujourd'hui, il évolue bien, et puis moi c'est ce qui m'importe le plus en vrai. Comment ça se passe pour toi du coup à Ouascal? Ça va pas trop mal. Je découvre un nouveau club, un nouveau mode de fonctionnement. On est un peu dans la difficulté parce qu'on est premier relégable. Bon, on a 3 matchs de retard. Attention. Ouais. On a 3 matchs de retard, mais on est premier relégable. On fait une saison avec beaucoup de blessés, donc il faut tout le temps s'adapter. On n'a jamais la même équipe, donc c'est un peu compliqué. C'est vrai que
sur l'aspect sportif, c'est un peu compliqué. On essaie de se dépatouiller comme on peut. Gros déplacement ce week-end chez le Je leader. vais aller voir mon copain Adri. Adri Pianelli. Ouais. On s'est déjà appelé au téléphone cette semaine pour se chambrer un peu. Ça Oui, m'étonne on pas. règlera nos Connaissant les deux, ça on a- m'étonne pas. D'ailleurs, Adri il est dans la liste pour les prochains podcasts, je crois. Enfin, Ouais, je on pense. va l'appeler. Il va pas y On échapper. réglera nos comptes samedi soir. Non, mais voilà, ouais, on a un gros déplacement. Après, c'est des matchs bonus, entre guillemets, parce que c'est des matchs en retard. Mais c'est vrai qu'on aimerait se mettre à l'abri assez rapidement. Surtout que nous, on est sur une bonne dynamique. Donc, depuis le 29 septembre, on n'a pas perdu. Depuis mon retour de blessure, on est sur 3 victoires et 4 nuls, je crois, quelque chose comme ça. Donc, voilà, j'espère continuer la dynamique. C'est toujours mieux de ne pas perdre. Bon bah allez, faut aller chercher au moins un point en Corse ce week-end. Et voilà, essayer d'aller faire chuter le leader de notre poule en Corse. Ça serait un beau cadeau. On a une question des supporters sur le live. Est-ce qu'on peut annoncer ta présence au match contre Monaco? Bah, tu sais quoi, le match contre Monaco, j'étais en train d'en parler avec, avec Hervé Da Silva. Je sais pas si vous connaissez un petit peu. Ouais. Oui. J'étais en train d'en parler avec lui là ce soir, là en plus au repas, et je lui disais, je sais pas si je vais venir, c'est mon anniversaire le 8 février. Putain, ça me fait chier de laisser ma famille et tout. Donc je sais pas encore. On fait l'anniversaire le 9, le vendredi, c'est mieux, hein, le vendredi. Le 8, c'est mon anniversaire. Tu peux pas le changer, ça, c'est pas possible. On fera la fête avec toi, t'inquiète. Si Mais Madame c'est vrai Montero que, nous écoute. Je sais pas si. Ouais, on a le temps de réfléchir. De toute manière, ça joue en prime time sur beIN Sport, donc quoi qu'il arrive, il y aura le match de pas très très loin, quoi. La télé sera allumée dans tous les cas, mais en tout cas, ça reste à réfléchir. Merci beaucoup, Jo, d'être passé dans le podcast. En Ouais, tout cas, avec voilà, on peut plaisir. te dire que les supporters de Rouen ne t'oublient pas et n'oublie pas ce que tu as fait pour le club. Non, moi non plus, j'oublie pas, et puis bah, je les félicite, même dans les moments difficiles. Enfin, moi, si j'ai un mot à leur dire, c'est que faut pas lâcher, et puis faut pas laisser ces émotions prendre le dessus, comme ces dernières semaines. Peu importe, hein, au niveau de la direction ou au niveau des supporters, je pense que les émotions ont dépassé la réflexion, et je trouve ça dommage d'un point de vue surtout pour le club, pour les joueurs. Mais voilà, faut pas se prendre la tête et ne pas sortir de la ligne de conduite. Rester vraiment focus sur le FC Rouen et pas sur les autres choses. Tout le monde commet des erreurs, tout le monde tout le monde ne fait pas tout bien pour réussir. Mais aujourd'hui, il faut penser qu'il y a une chose, c'est la réussite du FC Rouen. Donc tout le monde est là pour tirer le FC Rouen vers le haut. Et avec un petit peu d'eau dans son vin, je pense que supporters et direction, et joueurs, staff, bénévoles, peu importe, je pense qu'ils arriveront à tirer encore plus haut le FC Rouen que là ils sont aujourd'hui. Courage à tout le monde. Merci. Merci. Salut, Bonne Jonathan. soirée, à bientôt, bientôt. Jo. Ciao. Ciao, ciao. Donc on remercie Jonathan Montero ainsi que nos deux invités supporters. Il va être temps de refermer cet épisode. Merci messieurs et rendez-vous contre Versailles. Un gros match avant le fameux 8e de finale contre l'AS Monaco. Gate, merci pour le live aussi. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, qui nous ont beaucoup échangé. On a essayé de lire au maximum, mais c'est pas évident. Mais merci à tous. On remercie aussi Thomas Ridel à la technique, animateur star de RC2 que vous avez un mercredi sur deux en roue libre de 20h à 22h sur RC2. Et comme d'habitude à la cam, prenant de gros risques pour sa vie, Aurélien Grand-Fils qui va aussi nous faire un montage d'enfer qu'on vous mettra sur les plateformes de podcast dès que possible dans les prochains jours. Merci à tous et allez Rouen. Allez, Rouen. Allez, Rouen. Ton univers impitoyable